Bonjour tout le monde, c'est Quentin. Bienvenue sur ce nouvel épisode où je serai accompagné de Pierre. Pierre, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, on travaillait ensemble et ça a tout de suite accroché parce que, outre le fait qu'il soit pour le PSG, on a des centres d'intérêt communs, dont évidemment le cinéma. C'est quelqu'un que je trouve très curieux dans le sens où il va tout le temps chercher les informations, chercher à comprendre, chercher à savoir. Et ça correspond à son métier puisqu'il est journaliste. Et donc c'est pour ça que c'est très intéressant toujours de parler avec lui. Et c'est ce qu'on va faire du coup pendant cet épisode. J'espère que la discussion vous plaira comme moi elle m'a plu. Alors installez-vous bien où que vous soyez, accrochez-vous à vos accoudoirs, on va juste parler. Tu dois parler dans le microphone. Les scénaristes d'Hollywood, quand ils dorment, ils doivent faire des rêves de ouf. Ta scène de rêve débile, j'en ai rien à faire. Tu peux te la carrer au cul. Les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Bonjour et bienvenue, donc je suis avec Pierre comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça va Pierre ? Ça va et toi ? C'est la première fois que j'ai quelqu'un en face, ça fait bizarre. Alors du coup, je suis très content que tu sois là hein, déjà. Merci d'être venu. Et peut-être pour te présenter, on va faire un petit portrait chinois sur le thème du cinéma. Si tu étais un film. C'est une très bonne question. J'ai jamais pensé, j'ai jamais réfléchi. En fait, les films, ils te touchent tous d'une façon un peu différente. Tu te retrouves dans une partie du film, mais un film qui me correspondrait totalement comme ça, qui serait presque une représentation de mon parcours, je sais pas trop. Je sais pas, peut-être qu'en parlant, peut-être ça me viendra. Mais là, comme ça, je pourrais pas te dire comme ça de but en blanc. Si tu étais un personnage de film. Je pense que ça serait le personnage de Monsieur Smith au Sénat. Joué par James Stewart. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient de son petit patelin, qui arrive en ville avec ses valeurs, avec ses attentes, et qui se confronte à un monde où il est pas vraiment pris au sérieux, où il est un peu raillé par ses origines et par son statut. Et en fait, c'est un peu le principe de la vie et de ce que j'ai l'impression d'avoir découvert aussi, c'est-à-dire qu'il faut malheureusement et heureusement en même temps, il faut toujours faire ses preuves. Même quand on a un peu, j'ai pas envie de dire tout le monde contre soi, mais quand on a les événements un peu contre soi, faut jamais lâcher et toujours se respecter, voilà. Jamais se renier pour des causes plus ou moins discutable. Donc voilà, moi si j'étais un personnage, ça serait lui. Je spoilerai pas pour les gens qui l'ont pas vu, mais en tout cas voilà, aller jusqu'au bout de ses convictions. Voilà, et l'important voilà, c'est se respecter et respecter qui on est. Parce qu'en plus c'est le premier film pré-2000 qui est cité je pense dans le podcast, donc c'est possible, franchement c'est possible. Si tu étais une scène de film. Il y en a, pareil, je pense qu'il y en aurait plein. Et j'aime bien la fin de Shutter Island. J'aime bien ce côté où on laisse la liberté un peu au spectateur de se forger un peu sa propre idée, sa propre interprétation de. Voilà, j'aurais pu citer d'autres films, mais c'est vrai que Shutter Island est, on va dire, le cheminement psychologique qui mène jusqu'à ça, où on sait jamais vraiment jusqu'à la fin. Voilà, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien ce côté un peu mystérieux, j'en donne un peu, je dis pas tout, voilà, j'aime bien ce côté-là, quoi. Pas tout dévoiler et en même temps dire des choses hyper, je vais pas dire intimes, mais un peu plus profondes, se confier avec une totale honnêteté et en même temps, voilà, ne pas tout dévoiler de soi, voilà. Enfin, j'aime bien ce côté-là un peu où à la fin, on garde toujours cette petite part de mystère en nous, voilà. Et d'ailleurs, je crois que je sais pas, tu l'as lu le livre ? Non, j'ai pas lu le livre. Il me semble que la fin du livre est beaucoup plus explicite. Enfin, je crois que c'est souvent oui, c'est possible. Alors je sais pas, je suis pas au courant, mais c'est vrai que ça arrive, ça peut arriver au cinéma, voilà, que les fins soient un peu moins explicites. Je prends par exemple le principe de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est exactement sur ce même schéma-là. Et je trouve que c'est justement là un peu quand les gens critiquent un peu le fait que les films, on entend souvent les gens dire les films sont moins bien que les livres, tout ça, et justement j'aime bien le fait qu'à l'image on puisse donner un peu plus de questionnement aux spectateurs, alors qu'à l'écrit
Alors oui, on peut rester dans le mystère, mais je trouve que le cinéma apporte ça en plus. Cet aspect visuel mystérieux est encore plus renforcé. Si tu étais une réplique, si t'as une réplique en tête là. Alors ça, les répliques, j'en ai tellement. Mais si j'en ai une qui me vient en tête, c'est parce que j'ai énormément rigolé. C'est une scène dans Brain Dead. Et donc c'est la scène... c'est la scène où je crois que c'est le curé qui se bat contre des zombies. Et donc il dit précisément: au nom du divin, je vous botte le cul. Mais ça fait... Voilà, en fait, c'est tout le décalage qu'il y a entre un film de zombies et l'horreur que c'est censé représenter, et le fait que ce soit un curé qui fasse presque du karaté, qui se batte contre eux. Voilà, c'est quelque chose, c'est le décalage qui m'a toujours marqué. Si tu étais une bande originale. Alors, pareil, il y en aurait tellement, mais je crois que la bande originale du Bon, la Brute et le Truand, pour moi, elle est parfaite. Je vois pas de défaut. Je l'ai écouté je ne sais combien de fois pendant que je travaillais. Je mets ça dans mon casque, dans la voiture, sur Spotify, sur YouTube avant. Voilà, ça me relaxe, on ressent toutes les émotions qu'un film de cette trempe voilà, est capable de représenter à l'image. Tout te prend au fond de toi, quoi. Cette musique est incroyable. Ouais, en fait, cette musique, il suffit de la caler sur n'importe quoi et ça rend les images incroyables, quoi. Donc voilà. Mais vraiment, ça me représente. Et d'ailleurs, quand Ennio Morricone est décédé, ça m'a clairement fait un truc. D'habitude, je poste pas forcément des trucs sur les réseaux, mais quand il est mort, sur Insta, j'ai mis un post pour lui, parce qu'en fait, il m'accompagne depuis que je suis ado, quoi. Sa musique, et même pas que celle-là, hein. Pas que Le Bon, la Brute et le Truand, mais même d'autres westerns ou d'autres films. C'est incroyable. Ça me procure quelque chose de ouf. Mais c'est vrai que les musiques et le cinéma ont ce pouvoir-là de faire partie de la personnalité, de la vie de quelqu'un, en fait. Exactement. Mais alors, si je peux me permettre... allez, un petit bonus, parce que j'en ai pas encore parlé et que ça me démange, on va dire. Mais c'est vrai que là, j'ai cité Ennio, mais voilà, vraiment, la musique de film, pareil, celle qui me... Mais alors, je suis transporté totalement, c'est Howard Shore et le Seigneur des Anneaux. C'est la musique, pour moi, c'est... Voilà, je sais que jusqu'à ma mort, j'écouterai ça. C'est pareil, c'est souvent plusieurs fois par mois, je me remets la musique des 3 films. C'est trop, ça me procure un tel bien-être, c'est incroyable. L'effet de la musique, comme tu disais, sur notre conscience, c'est un truc de fou. C'est là qu'on se rend compte que notre cerveau est capable, j'ai pas envie de dire de dissocier, mais il capte l'image et le son. Et en fait quelque chose d'unique, quoi, dans notre tête, quoi. C'est un truc incroyable. Alors que quand on regarde le film, on se rend pas forcément compte, quoi. Mais notre cerveau, lui, le sait et est très fort pour nous le rappeler et pour nous dire que la musique, elle aussi, est hyper importante. Et d'ailleurs, toi, quand je te dis musique du Seigneur des Anneaux, tu penses à laquelle ? T'entends laquelle dans ta tête ? C'est sûr que là, comme ça, je dirais la musique de La Comté, ouais. Mais donc Concerning Hobbits. Mais après, sinon... j'en ai... Je les connais tellement toutes. J'adore par exemple la musique qui correspond au moment où ils allument les feux d'alarme dans Le Retour du Roi. C'est hyper épique, quoi, le thème. Voilà. Après, des musiques un peu plus elfiques, reposantes, j'adore. Mais il y en aurait tellement. Non, je pourrais pas t'en dire une comme ça. Ouais, c'est parce que j'avais envie de savoir, tu vois, si c'était moi. Parce que je la trouve plus marquante, celle de La Comté, tu vois. Ah ben je sais pas si c'est un truc personnel ou pas. C'est vrai, exact. Mais je pense que c'est la musique qui, peut-être pour le grand public, est sans doute la plus connue, avec la musique d'intro, je pense. Et la musique... En fait, ouais, c'est ça. Ouais, parce que je pense que la musique le thème de la communauté, qui est un peu décliné après de façon différente dans les autres, je pense, avec la Comté, c'est les deux plus connus, quoi. Mais... c'est normal, là, elles correspondent aussi à des moments dans les films qui sont hyper marquants. Donc, mais bon,
voilà, pour les 3 films dans leur ensemble, la musique est incroyable. C'est Howard Shore, pour moi, son travail il apporte quelque chose d'incroyable, quoi. Il y a un tel travail pour caractériser les régions, les races dans le film, dans les 3 films, que on le ressent dans la musique, quoi. C'est pour ça que c'est ça qui est ouf, c'est que quand tu écoutes une musique qui correspond au nain, c'est une musique avec des voix très graves, et tu t'en rends compte, quoi. C'est comme un personnage, comme certains disent, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est dans ces films-là d'ailleurs que on voit le rôle de la musique, quoi. Qui apporte, comme tu dis, un truc supplémentaire. Ouais. Parce que des fois, t'as des musiques qui se contentent d'illustrer, ou tu vois. Même, tu vois, des fois, pour la petite histoire, dans l'épisode d'avant, j'ai fait un jeu où en fait, je prenais des extraits de films et les musiques et tout. Et quand je prends les extraits de films, des dialogues, j'essayais d'avoir des bouts de dialogue qui n'étaient pas avec de la musique derrière, parce que c'était chiant à enlever et tout. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de fois où on s'en rend pas compte, en fait, il y a de la musique. Elle est juste là pour meubler derrière, tu vois, pour faire un fond sonore. Enfin, bref. Non, mais je vois très bien. Et d'ailleurs, est-ce que t'es plus, pour la question d'après, t'aurais plus envie d'être acteur ou d'être réalisateur? Après, à mon petit niveau de réalisateur et acteur amateur de petits courts-métrages pour s'amuser pendant les vacances, en fait, j'ai adoré faire les deux. Mais c'est vrai que dans l'absolu, si je devais faire un choix professionnel, ça serait réalisateur, mais parce que j'aime raconter des histoires. Voilà. Plus que de les jouer. Et est-ce qu'il y a un réalisateur dont t'aimerais avoir la filmo? Après, ça va encore tourner autour de la même personne, mais j'adore la filmo de Peter Jackson. Pour moi, en plus, j'adore son parcours, le fait qu'il commence en faisant un film étalé sur plusieurs années avec ses amis, qu'il fasse ça en plus de son travail. Voilà, il part vraiment de rien et il monte petit à petit comme ça. J'aime beaucoup ce trajet. Et en plus, lui était journaliste avant de commencer. Ça me fait rire, ça me rappelle un peu moi. Bon, après, je dis pas que je vais devenir Peter Jackson, hein, bien sûr. Mais oui, voilà, en tout cas, j'aime bien ces parcours-là un peu atypiques, où les gens y ont cru jusqu'au bout. Mais ouais, franchement, je dirais Peter Jackson parce qu'il s'est essayé un peu tous les styles, et que ça, dans la grande majorité des cas, ça lui a réussi. Bien sûr, c'est le fantastique qui le représente davantage aux yeux du grand public, mais j'aime beaucoup sa passion. J'ai regardé beaucoup les making-of du Seigneur des Anneaux et de King Kong, et j'adore comment il donne vie, comment il parle à ses techniciens. On voit comment on le voit parler aux acteurs, parler aux dessinateurs, aux costumiers, tout ça. On le voit demander précisément ce qu'il veut. On sent qu'il a toujours une idée hyper précise dans sa tête. Voilà, quoi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, là, ça fait longtemps qu'il a pas fait un film. Oui. D'ailleurs, en fait, le dernier projet en date, je crois, c'est sur des images remasterisées de guerre, recolorisées de guerre, qu'il a récupéré. Et là, le prochain qu'il fait, c'est un documentaire sur l'album Let It Be des Beatles. Donc, j'ai très hâte de le regarder, parce que je suis aussi fan de ce groupe, donc j'ai hâte de le voir. On va peut-être parler un peu plus de toi et je voulais savoir, je demande tout le temps ça. C'est quoi ton premier souvenir de cinéma? En fait, je pense que je sais précisément, je sais pas, mais je dirais, j'en suis même presque sûr, que c'était en lien avec des dinosaures, parce que dès petit, j'étais fanat de ça, je pensais qu'à ça, j'avais des tonnes de livres, et je me rappelle très bien de Petit Pied, le premier. Alors je crois que c'est fin des années 80, je crois, le premier. Et ça, c'est vraiment, je me rappelle avoir regardé la cassette un nombre incroyable de fois. Et par contre, pour le premier souvenir dans un cinéma, là, c'est encore dinosaure, et je me rappelle, c'était pour la sortie de Jurassic Park 2, donc Le Monde Perdu. Et je me rappelle encore parce que donc comme je suis né en 92, le film est sorti en 97, donc j'avais 5 ans.
Et mon père il m'y a amené, j'étais trop petit, et j'ai eu une peur incroyable. Et je me rappelle que la scène où il y a les deux T-Rex qui coupent Eddie en deux, mais j'ai été choqué, je pouvais plus regarder la suite, quoi. Ça m'a vraiment choqué, et il m'a fallu quelques années après pour apprécier le film. Mais vraiment, mais en fait, j'étais quand même, le fait qu'il y ait des dinos, ça m'excitait en même temps, donc j'ai toujours continué, j'ai toujours un passionné de dinosaures, ça m'a jamais quitté. Et je pense que c'est vraiment en lien avec ça, et après, vraiment, dès qu'il y avait un truc avec des dinos, je l'achetais, quoi. Donc voilà, donc grand fan de Jurassic Park au passage. Logique. Mais c'est marrant parce que cette scène, moi aussi, elle m'a traumatisé quand j'étais petit. Ah ouais, La je scène où comprends. c'est les deux T-Rex, ils se battent pour l'avoir et ils le découpent en deux. Ouais, ça m'avait. C'est ça. Alors je pense que pour quelqu'un de 5 ans, c'est peut-être un peu trop hardcore, C'est chaud quand même. mais je pense que mon père à l'époque pensait peut-être pas qu'il puisse y avoir une scène un peu plus hard. C'est vrai que le 2 est un peu plus sombre que le premier, donc. C'est vrai. Quand même 5 ans, c'est hardcore. Allez voir ça. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu parlais du coup de ton premier souvenir de cinéma et de ton premier souvenir dans un cinéma. T'as une expérience favorite, je veux dire, tu préfères aller quand même dans une salle? En fait, alors comment dire, ça dépend, parce que j'ai eu des expériences négatives dans des salles, et parce que il y avait forcément des personnes pas toujours très respectueuses du public, et ça c'est quelque chose avec laquelle j'ai énormément de mal. Pour moi, quand tu rentres là-dedans, j'ai un respect déjà pour les gens et pour le film que je vais voir, pardon, et je comprends, j'ai du mal à comprendre. Je me suis déjà pris la tête avec des gens, et en fait maintenant à chaque fois que j'y vais, je vais pas dire que je redoute ça, mais ça me met facilement hors de moi. J'aime pas quand il y a du bruit, quoi. Et donc alors j'adore y aller, hein. Il y a pas de problème. Et sur certains films, je suis moins regardant, mais c'est pour ça que je préfère aller dans des cinémas peut-être comme le Diagonal, où il y a un public un peu plus habitué, où voilà, il y aura pas forcément de personnes qui sont là juste pour passer le moment et qui sont pas hyper attachées à ce qu'ils regardent. Mais j'ai pas, en fait, donc maintenant pour te répondre, j'en arrive un peu à la conclusion que j'apprécie autant de le regarder chez moi que dans une salle. Par contre, c'est vrai que dans une salle, pour des films vraiment grands spectacles, et pour des films par exemple qui ressortent au cinéma des anciens classiques, alors là je kiffe, j'adore y aller, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir des films que nous on n'a pas pu voir au cinéma. Ça, exactement. Mais j'ai commencé, quand j'étais en fac de cinéma, j'ai commencé à regarder pas mal de vieux films comme ça en salle, soit que je découvrais, soit que je redécouvrais sur grand écran. Et je me disais, et ça donne un peu, voilà, cette impression on rattrape un peu ce qu'on n'a pas pu vivre avant. Et j'ai vraiment adoré. Et je crois que le premier, d'ailleurs, que j'ai vu comme ça d'avant, c'était Playtime de Jacques Tati. Alors ça m'a pas plu du tout, mais en tout cas c'est le premier, voilà, c'est puisque ça me revient comme ça, donc. Mais c'est fou parce que moi le premier comme ça que j'ai revu, c'est un Jacques Tati aussi. Ah ouais. C'est les vacances de Missolino. Ah ouais, ben voilà, ben tu vois. Comme j'avais pas trop aimé, non. Non, ben ouais, moi je suis pas trop fan non plus de Tati, même si c'est vrai que je l'ai beaucoup étudié à la fac. On parlait du coup tout à l'heure de la scène qui t'avait traumatisé. T'en as une autre ou pas? Je sais pas pourquoi ça m'intéresse tout le temps. Ouais. Ça c'est un truc je me rappelle qu'il m'avait empêché de dormir pendant longtemps, mais là, pareil, c'était à l'époque où ado, peut-être je devais avoir 12-13 ans, et c'était donc j'avais voulu regarder Alien, donc c'était le 4 tout seul. Pourtant, je pense que c'est pas forcément le pire, mais voilà, j'étais encore peut-être un peu trop jeune, et je me rappelle de l'alien qui est libéré de sa genre de cellule là, et ensuite qui massacre tout le monde, et il me semble que c'est peut-être une reine d'ailleurs, je sais machin plus. Blanc bizarre là, non ça c'est l'alien hybride à la fin, ah, oui. Mais il y a des aliens qui sont conservés dans des cellules, et il y a Brad Dourif d'ailleurs qui est là et qui appuie sur un bouton, ça leur envoie un peu un genre de je sais pas si c'est de la vapeur ou pas de la vapeur, mais un truc comme ça qui pour les calmer, et je sais qu'après ils arrivent à sortir en tuant, je crois que ils sont deux dans la pièce, donc il y a un alien qui tue l'autre, et l'autre en mourant, son sang fait fondre le sol et il s'échappe comme ça. Mais ça m'avait, mais c'est horrible, quoi. J'étais choqué, et je crois que j'ai fait des cauchemars pendant 2 jours. J'étais pas prêt à regarder ça. Ça m'avait choqué. Par rapport à là, je pense que c'était plus par rapport à l'âge, j'étais peut-être trop jeune. Et après, sinon, pour ce qui est de choquant à l'âge adulte, il y en a, je suis rarement choqué.
Mais le truc le plus dérangeant, je pense que c'est dans Cannibal Holocaust et quand il tue des animaux pour de vrai, quoi. Moi, je pense que j'avais voulu le regarder un peu pour on va dire pour le défi, pour l'expérience, parce que beaucoup de gens disaient ouais c'est horrible et tout. Alors c'est vrai que c'est très bien fait, mais pour le coup tuer des vrais animaux, quand on le sait, en plus je le savais, donc ça fait toujours, on a un petit sentiment de recul, voilà, c'est dur un peu dur à accepter à l'image, quoi. T'aimes bien genre vivre ce genre d'expérience au cinéma où ça te dérange, tu vois, où c'est fait pour te prendre à rebrousse-poil et tout. Oui, ça j'adore. Après, et justement, et pas forcément que dans l'horreur, hein. J'adore justement être surpris. Et d'ailleurs, c'est ce que je demande souvent, entre guillemets, quand je vais voir un film, c'est j'ai envie d'être incapable de deviner comment ça va se terminer, quoi. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément ces fins inattendues et ce travail, cet effort d'écriture. Je trouve que c'est toute l'intelligence et le talent du réalisateur, quoi. C'est le cinéma, voilà, en plus les arts le permettent, quoi. Essayer de surprendre les gens, voilà, je pense que c'est le lieu, quoi, tout. Donc c'est pour ça que quand je vois des films assez plan je citerai pas mais de nom forcément, mais où on sait déjà comment ça va se passer, je peux citer un exemple. Par exemple, c'est ce qui m'a le plus déçu, c'est moi, comme je disais tout à l'heure, moi étant très fan de Jurassic Park, Jurassic World, quand je l'ai vu, j'étais hyper enthousiaste donc de le découvrir. Je crois que j'ai deviné toute la dernière partie. Ça se voyait à 3 km que le mosasaure allait buter l'Endominus, et ça m'a déçu. Je suis non mais voilà. Alors que je pense que quand on regarde Jurassic Park 1, je suis pas certain qu'on puisse forcément s'attendre à ce que le T-Rex, même si c'est un peu n'importe quoi en y réfléchissant, mais je suis pas certain qu'on puisse s'attendre à ce qu'il rentre. Déjà, c'est pas très logique qu'il puisse rentrer dans ce bâtiment, j'ai l'impression. Mais voilà, quoi. Mais en tout cas, sans vouloir faire de mauvaises comparaisons, mais je demande à être surpris et à être dérangé. Si en plus je peux être dérangé dans le bon sens du terme, moi, c'est le combo, je vais pas dire parfait, mais en tout cas, ça m'enchante. Et t'as un film comme ça qui te vient à l'esprit quand tu parles de ça? Là, franchement, un des films les plus récents, un peu comme ça, c'est Parasite. C'est-à-dire que pour moi, il est impossible à lire à l'avance. J'ai été mais plus qu'enchanté par la mise en scène, et en plus, il est dérangeant dans le sens où là, voilà, j'ai pas non plus envie de trop en dire, mais la fin. Voilà, en fait, c'est comment dire, c'est deux familles de deux univers totalement différents qui cohabitent entre guillemets, mais les deux sont, comment dire, les deux univers sont aussi horribles l'un que l'autre, quoi. Et les gens, puisque ce sont des familles de très riches et une famille de personnes plutôt pauvres qui entre guillemets s'affrontent, on en arrive à un peu une surenchère dans la gêne, parce qu'on a envie de s'attacher à un moment à une famille, puis ensuite à l'autre, et on se rend compte qu'en fait non, ces gens-là, je peux pas les soutenir. Et donc après on se tourne plus vers, mais non, en fait ces personnes-là aussi, c'est pas possible. Et voilà, en fait on est tout le temps balancé comme ça et gêné, parce qu'on se rend compte que dans les deux cas, au final, on a un peu tout le temps cette envie, je dirais, au cinéma de s'identifier et de s'attacher peut-être à quelqu'un, à se reconnaître. Mais là, en fait, c'est quasiment pas possible, quoi. C'est pour ça qu'on alterne avec du rire, avec de la gêne, avec de sentiments un peu, peut-être pas de peur, mais un peu, quoi. On sait plus trop où situer entre ces deux familles, et je trouve que c'est parfait comme mise en scène, quoi. C'est ce sentiment que le réalisateur joue également avec nous. Ça, c'est un truc incroyable de se laisser aller et de se presque, comment dire, d'accepter qu'on devient presque un cow-boy pour le réalisateur. Moi, j'adore ça, quoi. Et c'est pour ça que je suis très content qu'il ait eu autant de récompenses. C'est sûr que ouais, ça fait plaisir d'avoir des films comme ça qui ont un succès populaire en plus de critique. Exactement. Et ça me fait penser ce genre de film où t'es un peu, tu sais pas trop pourquoi, tu t'identifies à des personnages et tout. Ça me fait penser à The Devil Rejects, je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un film de Rob Zombie, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et en fait,
c'est une bande de tueurs. Et il fait un truc pour que tu aies de la sympathie pour eux. Et au bout d'un moment, tu fais, mais attends, c'est bizarre quand même. Tu vois et c'est hyper dérangeant comme expérience parce que tu te dis, t'es en train de dire, ah putain, ils sont cool les mecs quand même et tout. Puis plan d'avant, il vient d'assassiner une meuf, tu vois. Enfin, c'est ce genre de film-là qui te prennent un peu par surprise et, comme tu dis, où le réalisateur joue avec toi, quoi. C'est ça. C'est intéressant. Est-ce que, parce que toi, t'es passionné de cinéma, t'as même fait un peu d'études de cinéma. Oui. Il y a un film déclic, j'ai envie de dire, qui t'a dit, bah, je veux faire du cinéma. Alors, je vais en faire. À la fin, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu ce rêve-là d'en faire, sans vraiment connaître tout ce que ça demande. J'y suis vraiment allé un peu en passionné. Je dirais que c'est pas, il n'y a pas vraiment un film, mais c'est un cheminement on va dire, de l'éducation cinématographique. On va dire, c'est une addition de films à certaines époques marquantes de ta vie qui font que ensuite ces films les uns après les autres créent comme on va dire un double cinématographique de toi, quoi, dans tes goûts et t'accompagne. Et à chaque fois, c'est comme un train, c'est comme un wagon. Chaque année, tu y accroches quelque chose et chaque année, généralement, il y a un film plus marquant que les autres dans l'année qui vient s'accrocher, qui te fait ton propre train, quoi. Et c'est ce train-là que tu prends avec toi. Donc je pourrais pas dire un film en particulier, mais c'est sûr que depuis l'enfance, je dirais, je prendrais Jurassic Park, après Le Seigneur des Anneaux, et après peut-être, je sais pas, d'autres films peut-être un peu plus réalistes, plein, mais voilà. En tout cas, je suis arrivé là-bas avec plein de références en tête, mais après, c'est sûr que ma passion principale, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est sûr que je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Donc, c'est sûr que d'ailleurs, il y a encore pas très longtemps, quand j'ai fait un déménagement et je revoyais mes cahiers de fac et je me suis amusé. Les cahiers de prise de notes à les feuilleter et il y a énormément de dessins d'Uruk-hai. Ça me fait rire. J'ai regardé ça, je m'amuse juste à dessiner les casques. Voilà, j'ai sur des pages entières des casques, des épées d'Uruk-hai, ou alors la tour de Barad-dûr en vite fait comme ça entre deux cours d'histoire du cinéma. Voilà, je pense que c'est très ancré en moi. Je pense que cette œuvre est ancrée en moi, ça me quittera jamais. Donc voilà. Et que ce soit d'ailleurs, parce que tu m'en parlais aussi, que ce soit les films et les livres. Oui, exactement. Mais moi, je trouve ça assez fascinant, ce truc-là du Seigneur des Anneaux, c'est vrai aussi pour Star Wars, qui crée un univers, une mythologie. C'est ça. Où il y a vraiment, tu vois, des connaisseurs, tu vois, de l'univers, comme si il y a une vraie histoire. C'est en 1500, il s'est passé ça. Exactement. Ben, en fait, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, j'adore m'amuser avec les personnes qui s'intéressent à l'univers dans son sens vraiment large, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas qu'à la période du Seigneur des Anneaux, qui fait finalement une période très courte, d'en parler comme si c'était un peu presque véridique et que ça se passait sur une planète à côté, quoi. Mais je sais que par exemple Tolkien, pour le coup, si je dis pas de bêtises, puisqu'il a découpé l'histoire de son œuvre en plusieurs âges, et il me semble qu'il dit que notre époque actuelle c'est le 6e âge, je crois, ou le 5 ou le 6e, je ne sais plus, et que le Seigneur des Anneaux c'est le 3e. Donc, d'accord, donc on est dans le même monde. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, d'accord, je savais pas. C'est ça. Donc voilà, moi ça m'amuse, et souvent en plus comme dans les films c'est pas vraiment représenté, mais on parle pas vraiment de religion, mais dans l'univers de Tolkien, il y a un dieu unique, donc souvent ça m'amuse voilà, de dire ben moi je crois en Eru Ilúvatar, voilà, ça m'amuse, quoi. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont dévoilé le synopsis aujourd'hui de la série. De la série, ouais. Donc tu l'attends celle-là ou pas ? Ah ouais, j'attends avec impatience. Bah, de toute façon, généralement, tout ce qui est rattaché à l'œuvre, j'attends ça. Ouais, avec grande impatience. Non, voilà, en tout cas, je sais que on sait déjà depuis quelques temps que ça se passe pendant le second âge, donc je suis très content parce que c'est une période où il se passe des trucs assez importants qui ont des répercussions sur. Moi qui ne connais pas grand-chose, le second, c'est. Tu m'as dit c'était avant le Seigneur des Anneaux, du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Donc c'est avec Sauron quand il est plus. Enfin, quand il vit. Enfin.
Ben en fait, oui. Alors après, j'ai pas encore le synopsis sous les yeux, mais c'est vrai que pendant le second âge, c'est l'époque où Sauron prend une apparence. Dans les films, il a une armure, on le voit jamais, vraiment ça pour lui donner vraiment le côté Seigneur des Ténèbres, mais il a aussi la capacité de changer de forme et il prend le nom de Anatar et il prend une apparence, on va dire plutôt séduisante pour corrompre des gens. Donc peut-être que ça se passera avec ça, mais ça m'étonnerait qu'ils ne s'en servent pas. Parce que c'est quand même une période assez marquante qui a un impact sur le Seigneur des Anneaux directement. Donc, Faire une série, ça me paraît limite plus pertinent en fait Ah oui, que faire un film. Ouais. Je pense, ouais. Mais par exemple, tu vois, moi j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait, les Seigneurs des Anneaux, ils ont fait une trilogie, tu vois, où il y a un film par livre. Et les Hobbits, ils en font 3. Alors que le livre, il fait quoi? Il fait 100 pages, un truc comme ça? Ouais, plus quand même. Plus? Ouais. Ah bon? Le Hobbit, il est pas tout petit? Non, oui, il est pas très grand, mais il fait plusieurs centaines. Mais pas, je crois pas qu'il dépasse pas 500, ça c'est sûr. Mais en tout cas, après ça, je pense que c'est encore pour diverses raisons. Je sais qu'à l'origine, il devait en faire 2. Et ensuite, ça a été un peu, j'ai pas envie de dire au dernier moment, mais ça a été découpé finalement en 3 films. C'est pour ça que bon, il y a eu quelques petits problèmes. En plus, comme tu disais, il y a moins de matière. Donc, pour pouvoir faire le lien. Et moi, c'est ça. Mais ça, je trouve ça hyper intelligent de la part de Peter Jackson d'aller chercher des choses qui se sont passées et qui sont décrites dans les appendices. Pour notamment l'attaque de Dol Guldur du Conseil Blanc, tout ça, pour pouvoir ajouter de la consistance. En plus, ça se passe en même temps, comme dans le film. C'est pas quelque chose qui a été inventé, quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est assez logique, mais voilà, ils ont eu quelques problèmes de production. Mais c'est vrai que j'ai été très, très dur avec le Hobbit quand c'est sorti en 2012, c'est ça, je crois. Avec le recul, je suis un peu moins dur. Quand j'ai vu depuis ce que certaines autres trilogies, on va dire suites, se sont voilà, un peu cassé la gueule, donc voilà. Est-ce que ça te dirait de faire un petit jeu? Allez, c'est parti. On va jouer à un jeu, youpi, yeah. On va rester dans l'actu. En fait, Donald Trump vient de passer le pouvoir à Joe Biden. Difficilement. Difficilement, ouais. C'est vrai que c'est pas évident. Donc je vais te dire des citations de films ou de Donald Trump, et il faut que tu devines si c'est Donald Trump ou le film. Ok. Alors, quand quelqu'un vous attaque, ripostez. Soyez brutal, soyez féroce. Est-ce que c'est dans Commando ou c'est Donald Trump qui l'a dit? Moi je dirais Commando. Eh bien c'est Donald Trump qui l'a dit. Ouais. Oui. D'accord, et en quel honneur? Je sais pas. Ah d'accord, ok. Je n'ai fait aucune recherche, que ce soit bien clair. Ok. Non, je sais pas, mais tu vois, je trouve que quand même il a un truc... c'est incroyable ce qu'il dit. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment très cinématographique des fois ce qu'il disait, parce que tu dis, bah non, un mec ne dirait pas ça. Mais c'est pour ça que tu te demandes, est-ce que c'est lui qui trouvait ça toujours tout seul? Mais ouais, c'est assez ouf. Il a dit des choses que tu pourrais carrément transposer dans d'autres... Ah non, mais ça c'est... Je suis pas étonné que ça soit lui. Mais alors celle-là, si je me trompe pas, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il l'avait dit avant d'être élu, donc plus quand il était businessman et tout. Ok. Alors, vous savez ce qu'on trouve quand on cherche du sang? Du sang. Est-ce que c'est dans X-Men Origins ou c'est Donald Trump? Écoute, je vais dire Donald Trump. Eh ben c'est X-Men Origins. Ah ouais, d'accord. Je sais pas qui dit ça. Ouais. Elle est un peu débile, je trouve, cette réplique, c'est pour ça. Ouais, ok. Si moi j'ai changé, si vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Est-ce que c'est dans Rocky 4 ou c'est Donald Trump? Alors, en fait, j'essaie de voir quand est-ce que Donald Trump a changé, parce qu'il s'est plutôt aggravé, donc j'ai envie de dire Rocky 4. Oui, c'est Rocky 4, il fait un discours très ridicule. D'accord. Mais c'est vrai que je l'ai pas vu, donc pour le coup... La loi, c'est moi. La loi, c'est moi. Est-ce que c'est Judge Dredd ou Donald Trump? Moi, c'est Judge Dredd. Ouais. Ouais, ça, c'est connu. Une partie de ma beauté, c'est que je suis riche. Est-ce que c'est dans People Jet Set 2 ou c'est Donald Trump? J'ai envie de tenter Trump. Ouais, c'est lui. C'est vrai que c'est peut-être pas faux, hein, parce que à part ça, il a pas. Voilà. Alors, mes doigts sont beaux et longs comme différentes autres parties de mon corps. Est-ce que c'est dans Boogie Night ou c'est Donald Trump?
Franchement, ça fait un peu mégalo, j'ai envie de dire Trump. Ouais. J'ai toujours eu d'excellents rapports avec les Noirs. Est-ce que c'est OSS 117 ou c'est Donald Trump? Franchement, dans les deux, j'aurais pu l'entendre ça. Ouais, je vais encore dire Trump. Ouais, c'est Donald Trump, bonne réponse. Et enfin, la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai la classe. Est-ce que dans Men in Black ou c'est Donald Trump? Mais franchement, ça c'est trop... C'est pareil, hein, ça c'est des genres de phrases à la Trump, mais... Allez, peut-être je vais dire Men in Black pour pas citer Trump une dernière fois. Ouais, c'est ça, c'est Men in Black, c'est quand il met le costume pour la première fois. Donc c'est Will Smith qui le dit? Ouais. Ok, bon, on va passer à la séquence recommandation. La séquence reco. Est-ce que y a un film ou même une série ou quelque chose que t'aimerais bien recommander, que t'as vu récemment ou pas? Oui. Alors, série que j'ai vue il y a pas très longtemps. Alors de fiction, franchement, Unorthodox. Parce que je sais aussi, je me suis un peu documenté et je sais que ils ont utilisé comment je dirais ça? Ils ont fait un gros travail de recherche, de reconstruction pour pouvoir représenter vraiment le milieu ultra-orthodoxe juif dans cette communauté-là à Brooklyn, aux États-Unis, et que c'est assez précis dans la représentation. Et je trouvais ça intéressant, je connaissais pas du tout ce milieu. Et on peut voir à quel point la femme est un peu, j'ai envie de dire, un peu asservie, et comment justement il est très compliqué pour une femme de quitter, et d'ailleurs pas que pour une femme, hein, mais en tout cas là, puisque l'héroïne est une femme qui quitte le quartier pour partir vivre en Allemagne et pour fuir sa condition. Je trouve que en plus c'est inspiré d'une histoire vraie. Vraiment ça permet de découvrir vraiment un peu cette culture-là sans la blâmer de quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je connaissais pas du tout cette culture-là. Et j'étais content d'apprendre quelque chose sur leur fonctionnement, sur ce côté un peu secret qu'ils ont. Ils veulent pas trop se mêler au reste de la population. On sait pas trop comment ils vivent. Et là, justement, on voit l'intérieur. On voit comment telle ou telle personne sont traitées. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est très bien joué. C'est très touchant. Et non, voilà, franchement, voilà, juste en tout cas, moi, pour ma culture, j'étais content d'apprendre ça, et je pense que c'est intéressant, puisque c'est aussi, on va dire, je pense que ça fait aussi un peu partie des sujets qui prennent de plus en plus d'ampleur dans la société, et à juste titre, la libération, notamment, enfin, de la femme et de la place qu'elle doit prendre. Donc j'étais très content de le regarder. Je crois qu'il y a 3 épisodes. Ça se dévore. Donc je la conseille grandement. En fiction, je la conseille grandement. C'est sur Netflix, non? Moi, oui, je l'ai vu sur Netflix. Je sais pas si c'est encore disponible, mais... Ok. Eh bien, merci beaucoup. Unorthodox, on a dit. C'est ça, exactement. Ok. Mais voilà qui clôt notre petit épisode. Je suis très content de t'avoir eu. De même, franchement, j'avais grande envie de pouvoir répondre à toutes ces questions. Je l'ai fait avec un grand plaisir, et j'aurais pu continuer comme ça pendant des heures. C'est gentil. Eh bien, quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Et puis, à bientôt. Salut!